avec deux agents. L'agent 1 exécute une méta-heuristique et l'agent 2 exécute une autre méta-heuristique. Donner le comportement des deux agents et l'architecture correspondante, donner deux solutions, une avec le tableau noir et l'autre avec l'envoi de messages, et quelle est la meilleure solution? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre comme méta-heuristique? Ici, nous avons deux agents qui sont en train d'utiliser deux méta-heuristiques dans un cadre de coopération, c'est-à-dire coopérer pour résoudre un problème. Et bien sûr, chaque agent, il utilise une méta-heuristique. Alors, supposons qu'on prenne un agent 1, donc notre agent 1, donc ça va être A1. Il utilise, par exemple, la méta-heuristique algorithme génétique. Donc, on va prendre ce cas-là. Et nous avons l'agent 2, il utilise une autre méta-heuristique, par exemple, recherche tabou. Alors, d'après ce que vous avez comme idée sur les méta-heuristiques, quelle est les caractéristiques de ces deux méta-heuristiques, l'algorithme génétique par rapport à la recherche tabou? Parce que si on connaît les particularités des méta-heuristiques, on peut savoir, c'est-à-dire on peut avoir une idée comment ça va fonctionner finalement. Alors, quelle est la particularité de l'algorithme génétique par rapport à la recherche tabou? Oui? Est-ce que vous avez une idée sur l'algorithme génétique? Alors, vous me donnez des étapes, les étapes les plus importantes de cet algorithme, l'algorithme génétique, le premier. Alors, on commence par quoi? Comment travaille l'algorithme génétique? Quel est son principe? Les Alors, la paramètres empiriques. particularité, oui, oui, oui. Les paramètres empiriques. Non, c'est-à-dire la particularité de cet algorithme, c'est qu'il travaille sur une population de solutions. Il travaille sur une population de solutions. Il ne travaille pas sur une population, une seule solution et il essaie de l'améliorer. Non, il travaille sur une population de solutions et il essaie d'améliorer toute cette population. C'est ça la différence d'ailleurs entre l'algorithme génétique, enfin la plus grande différence entre l'algorithme génétique et la recherche tabou. L'algorithme génétique, il travaille sur une population de solutions et il fait un certain nombre d'étapes dans cet algorithme pour optimiser, parce que c'est un algorithme, c'est une méta-heuristique d'optimisation, généralement utilisée pour l'optimisation. Et la même chose pour la recherche tabou. C'est pour optimiser une solution, aller vers une solution meilleure. Donc, l'algorithme génétique, nous avons dit qu'il travaille sur une population de solutions. Ça veut dire qu'au début, il commence par exemple une population de 100 individus. Par exemple, hein. Bien sûr, un individu dans l'algorithme génétique correspond à une solution. Après, il fait un certain nombre d'étapes, de croisements, de mutations pour améliorer cette solution, cette population, toute cette population dans sa globalité. La recherche tabou, elle travaille avec une seule solution, et elle essaie d'améliorer cette solution petit à petit dans le voisinage proche. Dans le voisinage, elle essaie d'améliorer cette solution-là, selon le problème, bien sûr. Donc, finalement, si nous avons deux algorithmes, deux méta-heuristiques, l'un
qui travaille sur une population de solutions, et l'autre, c'est un algorithme qui travaille dans le voisinage. Il essaie d'améliorer dans le voisinage. Alors, est-ce qu'on peut exploiter les deux caractéristiques de ces méta-heuristiques? Oui, on peut les exploiter. Comment? C'est que on utilise l'agent 1 qui fait la recherche sur une population pour l'exploration, une meilleure exploration de tout l'espace de recherche. Parce que si je travaille dans une population, cela veut dire que je suis en train de rechercher un petit peu partout dans notre espace de recherche. Parce que c'est une population. Supposons que nous avons 100 individus dans notre population, à chaque fois on essaie d'améliorer ces populations-là, ces individus-là. Donc on est en train de parcourir tout l'espace de recherche. Alors que pour la recherche tabou qui est en train de rechercher une solution meilleure dans son voisinage, donc on appelle ça, ce type d'algorithme, une recherche, elle fait de la recherche locale. C'est une recherche locale. C'est une optimisation finalement locale. Alors que ici c'est global, l'algorithme génétique. Voilà. Donc supposons que nous avons par exemple là, nous avons un espace comme ça, où nous avons des individus un petit peu partout comme ça. Voilà. Et on essaie de rechercher la solution optimale pour eux. Parmi toutes ces solutions-là, quelle est la solution optimale? Alors, par exemple, on démarre avec notre algorithme de 100 individus. On va prendre celui-là, on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, on va prendre celui-là, etc. 100 individus. Donc, on est dispersé un petit peu dans l'environnement. Et par la suite, donc on est en train d'essayer d'améliorer nos solutions. Et par la suite, nous avons un autre algorithme qui est en train de, par exemple, nous sommes ici, alors il nous fait une recherche juste au voisinage. Est-ce qu'il y a une solution meilleure que la mienne, c'est-à-dire que l'actuelle, et qui est dans le voisinage? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut combiner ces deux-là pour travailler en multi-agent, parce que même si nous avons deux agents, ça devient du multi-agent. Deux agents, bien sûr, qui interagissent, qui coopèrent, ou bien où il y a une concurrence, peu importe le cas dans lequel on est. L'essentiel, nous avons deux agents qui coopèrent pour trouver la solution optimale dans tout cet espace-là. Donc, l'algorithme génétique, il va être dispersé dans l'ensemble. Voilà, un petit peu, pas toute la population, mais pas tout l'espace de recherche, mais par exemple 100 individus. Voilà, on fait la recherche et à un moment donné, on essaie de faire appel à la recherche tabou pour améliorer la solution locale, pour une solution donnée. Donc, si nous avons l'algorithme génétique, bon, on va prendre l'algorithme génétique. Initialisation de la population, c'est-à-dire démarrer avec une population initiale. Donc, initialiser la population. Ensuite, on peut exploiter la recherche tabou pour améliorer cette population-là, pour améliorer dans le c'est-à-dire prendre chaque individu de la population et améliorer dans le voisinage la population, chaque individu. Donc, on peut faire appel ici à la recherche tabou, comme ça, recherche tabou, pour améliorer les populations. Ensuite, on aura une boucle, bien sûr. On aura une boucle. Si on travaille dans l'algorithme sans prendre en considération la notion d'agent, si nous avons un algorithme génétique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va répéter jusqu'à un critère d'arrêt. Le critère d'arrêt, c'est de trouver la solution optimale ou les solutions optimales. Donc, on va faire répéter. Qu'est-ce qu'on va faire? L'étape de l'algorithme génétique, c'est de faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si quelqu'un de vous a une idée sur l'algorithme génétique. Avant de faire le croisement, on sélectionne deux individus. Sélectionnés. Bien sûr, pour la sélection, il y a des méthodes de sélection, hein. Soit une sélection aléatoire, soit il y a un certain nombre de méthodes de sélection. Donc, on sélectionne deux individus. Bien sûr, ceci est dans une boucle, hein, dans une boucle. Donc, on répète cette opération. Donc, on sélectionne deux individus de notre population, on les croise
on les croise, donc on fait croisement. Alors, pourquoi cette opération de croisement? C'est pour encore aller dans l'espace de recherche, pour explorer l'espace de... Parce que si je prends une solution, comme ça, une solution ici, et une solution ici, et je les croise, ça va me donner deux individus, les fils, donc ça, c'est les parents. Les fils, ça va s'éloigner un petit peu parce que c'est tout un croisement. C'est-à-dire, si j'ai mon individu représenté, généralement, on trouve ceci, on trouve une représentation binaire. Donc, si c'est ma solution, elle est représentée de manière binaire. Si j'ai, par exemple, 1, 0, 1, 1, 1, voilà, comme ça. Si je fais, et je choisis un point de croisement, bien sûr, j'ai un autre individu ici, avec une autre représentation, par exemple 0, 0, 1, 0, 1, par exemple. Si je choisis, par exemple, le point de croisement, le deuxième, après le deuxième bit, le deuxième gène, alors j'aurai cette solution qui est celle-là avec celle-là, ça c'est le premier fils, et celle-là, celle-là, celle-là avec celle-là, concaténée avec celle-là, et j'aurai un deuxième fils. Donc finalement, on fait croisement, ça nous permet d'explorer le maximum d'individus dans notre population, dans notre espace de recherche. Voilà, on fait le croisement. Donc ça va nous permettre d'avoir deux nouveaux individus dans notre population. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut améliorer ce qu'on a obtenu, ce qu'on a obtenu, ce qu'on a obtenu. Parce que c'est deux nouveaux individus, les fils. On peut faire une recherche tabou pour améliorer cet individu-là, ce fils-là. Une autre recherche tabou pour améliorer ce fils-là. Et on peut faire aussi dans l'algorithme génétique, il y a ce qu'on appelle la mutation. Donc, soit j'utilise la recherche tabou à la place de la mutation, parce que mutation, que veut dire mutation? Mutation veut dire tout simplement faire une petite modification dans l'autre individu. C'est-à-dire notre individu, par exemple, 0, 0, 1, 1, 1, par exemple, on fait une mutation, donc on prend un seul bit et on le modifie. C'était 1, je le rends 0. Ceci me permet d'un petit peu aussi d'explorer le voisinage. La mutation permet d'explorer aussi le voisinage. Donc on fait mutation, peut-être qu'on s'approche de l'optimum. Donc soit on remplace la mutation par la recherche tabou pour améliorer les deux nouveaux individus, soit on fait de la mutation. Mais si on fait coopérer la recherche tabou, elle est meilleure. Si on fait une mutation comme ça, juste modifier le gène comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas si on va obtenir quelque chose de meilleur ou pas. Mais si on fait une mutation, c'est-à-dire une recherche tabou à la place de la mutation, ça va nous donner une solution meilleure parce que la recherche tabou, son objectif, l'algorithme de recherche, son objectif, c'est d'améliorer la solution, rechercher une solution meilleure dans le voisinage, si elle existe, bien sûr, dans le voisinage. Et bien sûr, refaire ceci. Après, qu'est-ce qu'on fait dans la population après avoir fait tout ce traitement? Ça veut dire qu'on a fait des améliorations au niveau de notre population. On va éliminer ou, comment dire, enlever les individus les moins bons. C'est-à-dire notre population, on a démarré avec 100 individus. Vous suivez? Vous suivez? Voilà. Donc, nous avons démarré notre population avec 100 individus. On a fait appel à la recherche tabou. Ça nous a permis d'améliorer un petit peu, parce que c'est une recherche locale, d'améliorer un petit peu les individus de notre population, les 100. Ensuite, on répète ce processus plusieurs fois jusqu'à obtenir satisfaction, bien sûr, solution optimale ou satisfaction. Donc, on répète ce process. Qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois, on choisit deux individus de notre population, on leur fait le croisement. Ça nous permettra d'explorer encore plus notre environnement. On fait appel à la recherche tabou pour améliorer les fils obtenus, parce que si on fait croisement, ça veut dire qu'on va obtenir deux nouveaux individus, les fils. Et ça va nous permettre d'améliorer. Et bien sûr, on va enlever, parce qu'on obtient de nouveaux individus.
On obtient de nouveaux individus quand on fait croisement. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans notre population, qui finalement, elle devient 102. Si c'était 100, ça devient 102. On va éliminer, par exemple, deux individus les moins bons dans toute la population. Les moins bons. Nous avons bien sûr des mesures de calcul de est-ce que c'est une bonne solution, oui ou non. Et on les élimine et on continue notre traitement jusqu'à satisfaction, jusqu'à solution optimale. Bien sûr, ici, dans notre population, nous avons plusieurs individus, hein. Donc, on essaie d'améliorer toute la population à la fois et s'approcher de la solution optimale. Et maintenant, si on veut avoir la solution optimale, une seule, parmi les 100 finaux, on va choisir la meilleure. C'est-à-dire les 100 finaux de notre population, après un certain nombre d'itérations, la meilleure. Maintenant, ça c'est l'algorithme, c'est le principe de l'algorithme génétique. Maintenant, si on veut exploiter ceci, mais en multi-agent, comment va-t-on travailler? C'est-à-dire en deux agents. L'un fait la recherche, l'algorithme génétique, l'autre agent, il fait la recherche tabou. Comment va-t-on faire? Va-t-on faire coopérer ces deux agents pour travailler? Alors, bien sûr, ici, c'est dit. Bien sûr, première question, c'est exécute une méta donner les deux solutions, une avec un tableau noir, c'est ça la question. Méta-heuristique, voilà, donner des solutions, une avec un tableau noir et l'autre avec envoi de message. Voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire, après avoir décrit un petit peu le principe, alors si on travaille avec tableau noir, entre deux agents, l'un travaille avec l'algorithme génétique et l'autre travaille avec l'agent, la recherche tableau. Comment va-t-on faire coopérer ces deux agents pour avancer dans, dans le traitement? Alors, oui, euh, bon. Alors, comment va-t-il? Parce que nous avons là. Alors, quel est l'agent qui commence le premier? Voilà, l'algorithme génétique va commencer le premier, donc on va effacer tout ceci. On va effacer. Voilà. Nous avons notre agent A1 qui est l'algorithme, donc on va écrire algorithme génétique. Agent algorithme génétique. Le deuxième agent, c'est agent recherche tabou. Recherche tabou. Voilà. Et maintenant, si on va travailler avec le tableau noir, si on va travailler avec un tableau noir, ça veut dire une mémoire partagée. Alors, nous avons dit que l'algorithme génétique commence avec une population. Bon, il peut faire appel à la recherche tabou au début pour améliorer la population, comme il peut ne pas le faire. Donc, on peut travailler directement. Il commence à travailler. Il fait son algorithme normalement. Après, quand il veut améliorer les solutions, donc il a fait le croisement. Une fois qu'il obtient de nouveaux individus, il va faire appel à la recherche tabou. Comment ça va se passer? À travers le tableau noir, hein. Comment va-t-il faire? Où est-ce qu'il va mettre cette population? OK, donc c'est finalement les solutions initiales. Ensuite, oui, donc finalement, le 1er agent, l'agent, génétique, il va mettre sa population comme ça. Alors, après, la recherche tabou, qu'est-ce qu'elle va faire? Sachant qu'il y a pas de communication directe entre, les agents, ça se passe à travers le tableau noir. Alors,
Donc la recherche tabou, elle va venir ici. C'est-à-dire l'agent recherche tabou, il va venir ici, il va trouver ceci. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, donc il va prendre chaque solution, il va prendre chaque solution, il va essayer de l'améliorer parce qu'il travaille une à une. Il ne peut pas travailler sur la population. Donc il travaille une à une. S'il trouve une meilleure solution pour la première, il va la remplacer. C'est ça, il va la remplacer. Voilà. Ensuite, il prend la deuxième. S'il trouve une meilleure, il va la remplacer. Parce que c'est possible qu'il ne trouve pas dans le voisinage une meilleure solution. Hein. Recherche tabou. On est dans un espace de recherche et donc on peut ne pas trouver de solution meilleure au niveau local. Il va la remplacer. Ensuite, comment ça va se passer? C'est-à-dire, finalement, l'algorithme génétique, quand il va travailler, il va utiliser, donc il va consulter le tableau noir et il va rechercher les solutions. S'il trouve, il va consulter les solutions, s'il trouve qu'il y a des solutions que ce qu'il avait, meilleures que ce qu'il avait, il va les remplacer et il continue son traitement normalement. C'est ça. À chaque itération, bien sûr, ça se passe à chaque itération. Donc maintenant, l'algorithme, il a continué ses itérations. Voilà, une itération. À chaque itération, on doit faire ceci. Donc, il va trouver de nouveaux individus, bien sûr, améliorés, optimisés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir, il va mettre les nouvelles solutions ici, les nouvelles solutions. Celui-là, il va venir, il va prendre chaque solution, il va essayer d'améliorer cette solution, chaque individu. S'il trouve une meilleure solution dans le voisinage, il la remplace. Et l'autre, il va venir, au lieu de continuer avec cette population, il va avant consulter le tableau noir, chercher est-ce qu'il y a des solutions meilleures. S'il y a des solutions meilleures, il les prend et il continue son traitement avec ces solutions qu'il a ramenées avec du tableau noir. Vous voyez ceci? Voilà. Donc finalement, il y a une certaine coopération entre les deux agents à travers le tableau noir. Donc chacun, il fait son algorithme normalement. À part que, à part que, il va aller à chaque itération vérifier, en quelque sorte, vérifier le tableau noir. S'il trouve des solutions meilleures que ce qu'il a dans sa population, alors dans ce cas-là, il les remplace et continue son traitement normalement. Continue son traitement avec les nouvelles, bien sûr, qu'il a ramenées du tableau noir, continue son traitement. Donc finalement, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça améliore si on avait travaillé indépendamment? C'est-à-dire chacun travaille indépendamment, c'est-à-dire l'agent sans faire appel à la recherche tabou. Qu'est-ce qu'on va gagner? Rien. Oui. Oui, non, mais il n'est pas en train d'attendre, hein. Il n'est pas en train à chaque itération, il vient dans le tableau noir, il consulte. S'il trouve, il a une certaine mesure qui permet de voir est-ce que la solution qu'il a, elle est meilleure ou bien, donc il a un moyen de calcul de différence, concernant les solutions. Est-ce qu'on s'approche de l'optimum ou non? L'essentiel, donc à chaque itération, il vient dans le tableau noir, il consulte ce qu'il y a. Donc si les solutions qu'il trouve, elles sont meilleures que ce qu'il avait, alors il les prend, il continue le traitement à travers ces solutions. Est-ce qu'il y a un gain? C'est ça que je pose comme. Est-ce qu'il y a un gain si on avait travaillé sans ceci, sans la coopération avec un agent de recherche? C'est-à-dire lui, il travaille, il fait le croisement, parce que même l'algorithme génétique pris seul, c'est un algorithme très efficace pour l'optimisation.
et la recherche dans un espace d'état et de solution. Donc, ben, il fait son croisement, ça lui permet d'explorer un petit peu l'espace, il fait les mutations, ça lui permet de rechercher des solutions dans le voisinage, etc. Le fait d'aller vers le recherche tabou, est-ce que ça a amélioré? Non. Eh ben, par expérimentation. Bon, comme ça, on peut pas savoir comme ça. Mais par expérimentation, les gens qui ont travaillé sur ce domaine, collaboration entre méta-heuristiques, ils ont trouvé que ça donne de meilleurs résultats si on travaillait indépendamment. Pourquoi? Parce que tout simplement, la recherche tabou permet de faire une recherche locale. Et l'algorithme génétique pris indépendamment de la recherche locale, même s'il a le processus de mutation qui lui permet d'un petit peu de faire une recherche au niveau local. Mais cet algorithme, recherche, il permet de ne pas, comment dire, éviter la solution optimale. Parce que l'algorithme génétique, malgré qu'il travaille sur une population et malgré qu'il fait des croisements, c'est possible qu'on rate. C'est possible qu'on rate la solution optimale. C'est possible parce que bon, on fait des croisements, on ne sait pas finalement. On fait des croisements, nous avons un point de croisement, on obtient de nouveaux individus. Ça nous permet, supposons que je suis en train de faire, bon, j'ai un espace de recherche ou d'optimisation, voilà, l'ensemble d'individus. Et voilà, supposons que notre solution optimale, c'est celle-là. Supposons que notre solution optimale, c'est celle-là. L'algorithme génétique, il va commencer par cette solution, il va commencer par cette solution population. Donc, il va commencer par cette population, celle-là, celle-là, celle-là. Le croisement, par exemple, etc., va lui permettre d'aller ici, d'aller ici, d'aller ici, d'aller ici, etc. La mutation va lui permettre d'aller ici, d'aller ici, d'aller ici. Mais si on fait collaborer notre population avec la recherche, c'est possible qu'on va s'approcher, supposons qu'on avait un individu, c'est possible ça nous permettra d'aller vers l'optimum, d'aller vers l'optimum. Ça nous rapproche de l'optimum. Donc, par expérimentation, le fait de faire finalement, c'est sans multi-agent, je parle sans multi-agent, des gens ont travaillé sur l'hybridation de méta-heuristiques. Hybrider, faire de l'hybridation, ça a donné de bons résultats. Que travailler indépendamment. C'est-à-dire, on ne rate pas, finalement, on ne rate pas la solution optimale. On a plus de chances de trouver une solution optimale. Plus de chances. C'est clair? Donc, c'est une manière d'exploiter la technologie agent, les multi-agents, pour faire améliorer les méta-heuristiques. Est-ce que c'est clair pour ça? Voilà. Donc, ça, c'est tableau noir. Tableau noir. Hein. Maintenant, si on travaillait par envoi de messages, il n'y a pas de mémoire partagée, comment va-t-on procéder? Donc, il y aura des envois finalement de messages. Donc, envoi, par exemple, de messages, ou bien, par exemple, l'algorithme, pour minimiser le nombre de messages, par exemple, dans sa population, il choisit, par exemple, la meilleure, il va l'envoyer vers celui-là. Il va lui dire, voilà, optimise-moi. C'est ça finalement le message, pour lui demander d'optimiser la solution. Celui-là, il va faire une recherche en local. S'il trouve une meilleure, il la renvoie. Donc, il aura besoin d'envoyer un message. Et la même chose pour les autres itérations. Donc, il y aura envoi de message, fais-moi l'optimisation de ceci, revenir, lui donner la solution, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, on aura une suite d'envoi et de réception de messages. Ça va se passer comme ça. Voilà. Quelle est la meilleure solution? Bah, pourquoi? Déjà, tableau noir, c'est une mémoire. C'est une mémoire. Donc, ce n'est pas de l'envoi de messages. Donc, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux d'écrire. Donc, l'écriture, N écriture, N, supposons que nous avons en population N écriture,
N, écriture en mémoire, écriture-lecture, hein, c'est beaucoup plus moins coûteux, c'est moins coûteux que N envoi de message. Ça, c'est sûr. Voilà. Que ça soit en temps, en bande passante, tout le détail de l'envoi des messages. Donc ici, on voit bien, dans ce cas d'application, que la solution la meilleure, c'est bien le tableau noir. Parce qu'il y a moins d'envoi de messages. Et ici, ce problème pour ça, nécessite beaucoup d'envoi de messages. Parce que c'est possible qu'on ait d'autres types de problèmes où on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de messages. Et dans ce cas-là, la solution par envoi de messages, elle est intéressante. Si on n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de messages, elle devient intéressante. Pourquoi faire un tableau noir, une mémoire partagée alors qu'on ne va pas faire beaucoup d'envoi de. Donc, c'est possible d'opter pour. Mais ici, pour ce cas-là, la solution de l'envoi du tableau noir, elle est meilleure. Est-ce que c'est clair? Bon, ici, je suis en train d'expliquer seulement. Après, je vous envoie le corrigé hein, pour chaque exercice. C'est bon? Je suis en train d'expliquer seulement. Mais est-ce que c'est clair pour cet exercice? Voilà, donc on va avancer. Exercice 2. On veut réaliser un système expert qui implémente le chaînage avant et le chaînage arrière avec un système multi-agent. Donner l'architecture du système et le comportement des agents. Donner deux solutions, une avec le tableau noir et l'autre avec l'envoi de messages. Et quelle est la meilleure solution? Donc, c'est un petit peu, ça ressemble un petit peu. Comment va-t-on procéder concernant le système expert? L'un fait le chaînage avant, un agent fait le chaînage avant et le deuxième agent fait le chaînage arrière. Alors, comment va-t-on procéder? Bien sûr, ici, donner deux solutions, donc on aura ceci, la même chose. Donc on aura soit par tableau noir, donc nous avons un agent chaînage avant, AV, AV comme ça, agent chaînage avant, l'autre agent chaînage arrière, agent chaînage AR, arrière, alors là, arrière, et ensuite nous avons notre tableau noir ici, tableau noir, et la deuxième architecture, c'est que nous avons par envoi de message, ça veut dire que nous avons notre agent avant, donc je vais écrire directement AB, et notre agent AR, chaînage arrière. Alors si c'est de l'envoi de messages, donc ça va être comme ça. C'est-à-dire celui-là envoie des messages, l'autre il répond, et ainsi de suite. Donc c'est des envois et des réceptions de messages. Voilà. Et bien sûr, c'est possible d'avoir une interface par la suite. Hein. C'est-à-dire une interface. Donc ça, c'est le système. Après, on peut avoir une IHM ici. IHM, interface, que ce soit pour le premier ou pour le deuxième. Voilà. Mais l'essentiel, c'est ça l'architecture. Par tableau noir, il y a passage à travers le tableau noir. Bien sûr que ça soit pour lecture-écriture. Ici, ça, la même chose, c'est lecture-écriture. Mais ici, c'est envoi de réception de messages. Alors, comment vont-ils procéder, ces agents-là? Comment vont-ils travailler? Alors, supposons qu'on recherche un but donné, hein. C'est-à-dire nous avons un but donné et on le recherche par chaînage avant, par chaînage arrière. Alors, comment vont-ils procéder? Nous avons un algorithme de chaînage avant, ici, et ici, chaînage arrière, et nous avons un but à rechercher. Nous avons notre but, le but, je ne sais pas, but H par exemple. Nous avons notre base de règles. Chaque agent, il a la base de règles. Il a la base de faits et commence à travailler. Celui-là, il va procéder à partir de la base de faits et il avance.
celui-là, il commence à partir du but et il avance. Alors, comment peuvent-ils coopérer? Voilà. Parce que même ici, c'est un contexte de coopération. Bon, on peut, compétition, c'est dans le cas du test, hein. C'est-à-dire, on va lancer, par exemple, indépendamment, ça devient plus multi-âge, hein. On va lancer celui-là, faire la. Alors, oui, ou on commence par chaînage arrière. Oui, 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 oui. La base de fée, où est-ce qu'on va la mettre? Voilà. On va mettre la base de fée ici, parce que la base de fée, c'est celle-là qui va nous faire avancer le travail, base de fée. C'est-à-dire à chaque fois les nouveaux faits qui deviennent vrais, qu'on déduit par avant ou par arrière. Donc la base de fée, elle est au niveau du tableau noir. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Oui? C'est pas l'objectif. C'est-à-dire que c'est pas l'objectif sinon, dans ce cas-là, on va lancer 2 agents, l'un fait le chaînage avant, l'autre fait che et on va voir celui qui est le plus rapide. Bon, ça, c'est une approche, mais c'est-à-dire celui qui trouve la solution, le premier, il va la mettre dans le tableau noir, par exemple. C'est une approche. C'est-à-dire, on lance les 2 agents, chacun, il va travailler indépendamment de l'autre et quand il trouve la solution, il va la mettre dans le tableau et bien sûr, à chaque fois, les 2 agents vont vérifier le tableau noir. Pour s'ils trouvent la solution, il arrête. Le deuxième arrête. C'est-à-dire le premier qui trouve la solution, il va la mettre dans le tableau noir et à chaque fois, les 2 bien sûr, vérifient le tableau. S'ils trouvent la solution, s'arrête. Le deuxième s'arrête plutôt. Et bien sûr, le premier, il a trouvé la solution. Donc ça, c'est une approche. Est-ce qu'il y a une autre approche meilleure que celle-là? Pardon, apparemment, il y a une demande ou oui. Comment? Comment? Nous avons dit mixte, ça veut dire que mixte, nous avons expliqué le chaînage mixte. Nous avons dit mixte, ça veut dire que faire intervenir l'utilisateur, hein, poser des questions à l'utilisateur. Le bidirectionnel, c'est les 2, les 2 sens, c'est-à-dire faire appel alternativement avant, arrière, avant, arrière. Mais ici, comment peut-on travailler? Supposons que celui-là, il est en train de travailler, le premier, chaînage avant. Quand il est en train de travailler, ça veut dire qu'à chaque fois, il est en train de déduire de nouveaux faits, oui ou non? Comme on avait fait. Voilà. À chaque fois qu'il trouve un nouveau fait, qu'est-ce qu'il va faire pour accélérer la recherche? Qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il trouve un nouveau fait. Il a mis bon, la base initiale, c'était la base de fait initiale, c'était la commune pour les 2, hein. C'était commune. Donc l'un d'eux va déposer la base de fait au niveau du tableau noir. Ensuite, chacun d'eux, il va commencer à travailler normalement. L'un va travailler l'arrière et l'autre va travailler l'avant. Maintenant, à chaque fois que l'un d'eux trouve un nouveau fait, il déduit un nouveau fait, qu'est-ce qu'il va faire? Pour accélérer, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va faire? Non, il a trouvé un nouveau fait, qu'est-ce qu'il va il va venir dans le tableau noir ici,
Il va venir dans le tableau noir. Il a trouvé un nouveau fait. Il va ajouter ce nouveau fait au niveau du tableau noir, tout simplement. C'est-à-dire finalement, si on avait démarré avec BDF 0, on aura la BDF 1. Une. Voilà, donc on aura une nouvelle version, une nouvelle voilà, version de notre base de faits, avec de nouveaux faits déduits par cet agent-là. Il va l'ajouter. Est-ce que c'est intéressant de faire ceci pour le deuxième agent? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que ça va l'aider? Voilà. Celui qui est en train de travailler avec l'agent chaînage arrière. Le fait qu'un agent trouve un nouveau fait, il le met dans la base de faits. Est-ce que ça va accélérer le travail pour le deuxième et pour les deux, hein? Pour les deux. Oui, parce que chaque agent, il va venir ici à chaque fois, périodiquement, il va vérifier au niveau du tableau noir. S'il y a de nouveaux faits, s'il y a de nouveaux faits, quand il continue son traitement, il va prendre en considération que ce nouveau fait est vrai. Ça va le débloquer peut-être. Ça va l'amener beaucoup plus rapidement vers la solution. Donc finalement, à chaque fois qu'un agent trouve un nouveau fait, déduit plutôt un nouveau fait, il le met dans le tableau noir. Et comme ça, périodiquement, les deux agents, ils vont consulter le tableau noir, ils trouvent de nouveaux faits, ils continuent leur raisonnement, leur chaînage, mais avec cette nouvelle base de faits. C'est comme si c'est lui qui l'a trouvé, le nouveau fait. Bien que ce n'est pas lui qui l'a trouvé, c'est l'autre qui l'a mis. Mais ça va l'aider à accélérer. Est-ce qu'il y a un problème ici avec cette solution? Est-ce qu'elle est cohérente? Oui, oui, parce que cela veut dire que finalement, le fait qu'un deuxième agent trouve le fait, trouve le nouveau fait, il l'ajoute, ça veut dire que finalement, ce nouveau fait, il est déductible, que ça soit par avant, nous avons dit que si un fait est déductible par chaînage avant, si la base de règles, elle est complète, et cetera, donc automatiquement, elle est déductible, il est aussi déductible par chaînage arrière. Sauf que, à quelle étape? Peut-être le chaînage avant va prendre beaucoup plus de temps pour le trouver, alors que le chaînage arrière, il le trouve rapidement. Donc, ça va accélérer énormément le travail, surtout si nous avons une base de faits très grande, une base de règles très grande. Donc, ça va améliorer le travail. Au lieu de travailler avec un seul chaînage, on va travailler avec les deux, mais ce n'est pas du bidirectionnel dans le sens, c'est-à-dire alternativement. On fait avant, après on fait arrière, après avant. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire chaque agent, il travaille indépendamment de l'autre. À chaque fois qu'il trouve un nouveau fait, il le met dans la base de faits. L'autre, il vient périodiquement, il consulte. S'il trouve un nouveau fait, il le prend en considération dans sa recherche du but. Et dans la globalité du problème, ça va résoudre plus rapidement le problème. Vous le voyez? Voilà. Maintenant, si on travaille avec par envoi de message. Oui? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu as dit? Oui? Je n'ai pas entendu la remarque. Alors, par envoi de message. Par envoi de message. Bon, par envoi de message, la même chose, c'est-à-dire comme pour le premier cas. Nous avons dit que chacun, il va travailler indépendamment de l'autre. Il va rechercher. Le premier qui trouve la solution, il envoie un message pour l'autre pour s'arrêter. Voilà, la solution elle est trouvée. Le but est atteint. Donc automatiquement, l'autre va s'arrêter. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est laquelle? C'est-à-dire finalement envoyer, pas toute la base de faits, c'est-à-dire chacun, il a la base de faits à son niveau. Mais à chaque fois que l'un des agents
l'un des agents trouve un nouveau fait, un nouveau fait, il l'envoie. Il l'envoie à l'agent, à l'autre agent. Il l'envoie. Donc, au lieu de le mettre dans le tableau noir, il l'envoie à l'autre agent. Alors, dans ce cas-là, quelle est la meilleure solution pour ce problème-là? Est-ce qu'on travaille avec le tableau noir ou bien message et dans quel cas? Bien sûr, quand on dit meilleure solution, on le dit selon l'approche, bien sûr. C'est-à-dire, si on prend telle approche, voilà la meilleure. Si on prend telle approche, voilà la meilleure. Alors, quelle est la meilleure solution? Tableau noir ou bien pas envoi de message? Elle apparaît que tableau noir, sauf si, par exemple, si nous avons chacun travaillé indépendamment de l'autre, c'est-à-dire chacun, il se lance. Une fois qu'il trouve la solution, il l'envoie au deuxième pour s'arrêter. Donc, lui, on envoie une solution pour lui dire de s'arrêter. Ça y est, le but est atteint. Dans ce cas-là, elle est intéressante parce qu'il y a seulement un envoi de message, un seul envoi de message, et donc elle est intéressante. Mais s'il y a des envois, beaucoup d'envois de messages à chaque itération, pas à chaque itération, à chaque déduction d'un nouveau fait, ça peut devenir très, on peut avoir beaucoup de messages à envoyer. Et dans ce cas-là, ça devient lourd comme solution. Donc finalement, le choix de la solution, c'est selon l'approche qu'on a choisie. Si on a choisi l'approche que chacun travaille indépendamment de l'autre jusqu'au but, le premier qui va trouver le but, il va envoyer un message pour lui dire de s'arrêter. C'est bon, le but est atteint. Dans ce cas-là, c'est intéressant de travailler avec le message. C'est pas la peine d'avoir tout un tableau noir pour. Donc directement, on envoie un message. Maintenant, si à chaque fois on envoie des messages, à chaque fois on envoie des messages, ça devient lourd comme solution. Donc, il est préférable de travailler avec le tableau noir. Donc, c'est un petit peu la même remarque que pour l'exercice 1. C'est clair? Voilà. On avance vers l'exercice 3. Alors ici, considérant le cas d'une entreprise de grande distribution qui possède un service de vente en ligne accessible au travers du web. Donc c'est une entreprise qui vend ses produits à travers son site, donc à travers le web. Actuellement, ce site permet à l'utilisateur d'initier une interaction avec le service de vente. Il utilise ce site pour demander différentes informations sur un produit donné. Donc, il peut consulter le site de l'entreprise, demander des informations sur des produits. Le service web accède alors à une base de données de l'ensemble des produits disponibles et exécute la requête correspondante pour fournir l'ensemble des informations relatives à ce produit. Par exemple, la photo du produit, le prix du produit, la couleur et d'autres détails sur le produit. Les différentes tailles, par exemple, si c'est des vêtements, par exemple, les différentes tailles disponibles, etc. Lorsque l'utilisateur accepte un produit ou plusieurs et lance un ordre d'achat, il pourra utiliser un service de paiement sécurisé. Donc, il y aura un service de paiement. L'entreprise veut que le client qui visite le site ait une information adaptée pour qu'elle puisse augmenter son profit. Donc, adapté, on va le souligner ici. Voilà. Une information adaptée veut dire que on ne va pas lui afficher tout. On va lui afficher l'information adaptée à son profil. Selon par exemple, si c'est un utilisateur qui a l'habitude d'acheter des vêtements d'enfants, on va lui proposer par exemple les vêtements d'enfants. Si c'est un utilisateur qui est intéressé seulement par l'électroménager, on va lui proposer des produits électroménagers. Un autre cosmétique, par exemple, selon le profil de l'utilisateur. Voilà. Maintenant, si c'est par exemple, si c'est un utilisateur qui est adulte, on va lui proposer des choses pour des adultes. Si c'est un enfant, on va lui proposer des choses, des vêtements d'enfants, des jouets, par exemple. Là, par exemple. Donc, augmenter son profit et augmenter la probabilité d'effectuer une vente. C'est-à-dire, ce site-là, c'est un site qui va proposer ses produits, etc., selon le profil de l'utilisateur, Comme ça, ça va accélérer la vente. Ça va l'inciter à acheter.
En particulier, cette entreprise voudrait assurer que les articles présentés à l'utilisateur soient des articles les plus adaptés, voilà, aux intérêts du client, à quoi il s'intéresse. À quoi il s'intéresse. Proposer une architecture multi-agent pour réaliser ce site en décrivant le rôle de chaque agent. Alors, comment vous allez créer votre système multi-agent qui permet de prendre en charge tous ces aspects-là, toutes ces fonctions. Parce qu'il y a la fonction. Si on lit l'énoncé comme ça, on va souligner les mots les plus importants, c'est-à-dire finalement les fonctions les plus importantes. Donc, considérant le cas d'une entreprise de grande distribution qui possède un service de vente en ligne. Donc, c'est de la vente. C'est un système qui réalise de la vente en ligne. Donc, on va souligner vente. Ça, c'est la fonction globale. C'est accessible au travers du web. Actuellement, ce site permet à l'utilisateur d'initier une interaction avec le service. Il utilise ce site pour demander différentes informations. Donc, il y a de la demande d'informations sur des produits. Voilà. Le service web accède alors à la base de données. Donc, il y a une base de données. Il y a une base de données de l'ensemble des produits. Voilà. Oh, pardon. Alors, voilà. Comment va-t-on faire pour comme ça supprime ceci. Voilà. Ensuite, donc nous avons une base de données. Où est-ce qu'elle est? Une base voilà, on souligne la base de données de produits. Voilà, c'est une base produit disponible et exécute la requête correspondante. Donc, il y a une requête qui est introduite par l'utilisateur pour fournir l'ensemble des informations relatives à ce produit. Donc, nous avons des informations sur le produit. Lorsque l'utilisateur accepte un produit, c'est-à-dire, bon, il a fait une requête, il a reçu la réponse, après, il va accepter un produit pour l'acheter, bien sûr. Donc, il va faire un ordre d'achat. Il pourra utiliser un service de paiement. Donc, il y a du paiement aussi. Il y a la fonction paiement qui est faite à travers sécurisé, donc en ligne. L'entreprise veut que le client qui visite le site ait une information adaptée. On va souligner ceci parce que adaptée veut dire qu'elle elle est selon son profil. Voilà, elle est présentée selon son profil. Voilà, en particulier, cette entreprise voudrait assurer que les articles présentés à l'utilisateur adaptés aux intérêts, donc il y a les intérêts, le profil, etc. Proposer une architecture multi-agent qui permet de, bien sûr, en décrivant le rôle de chaque agent, c'est-à-dire quel est le rôle de chaque agent, après détailler les différentes fonctions ou les différentes tâches de chaque agent. Alors, comment va-t-on représenter ce système? Vous me dites. Alors, par quoi va-t-on commencer? L'utilisateur. Voilà, on va le schématiser pour vous. C'est très important, hein. L'utilisateur du système ou les utilisateurs du système. Donc ici, c'est un client potentiel. Il peut demander quelque chose, mais il ne valide pas l'achat. Il peut demander des informations, mais par la suite, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est un utilisateur. Donc on va dire user ou utilisateur. Ensuite, voilà, donc il va la demander à travers l'interface, hein. C'est-à-dire, on va, par exemple, mettre un agent qui assiste cet utilisateur. On va l'appeler agent interface. IHM ou interface. Donc, c'est un agent interface qui va assister l'utilisateur, c'est-à-dire c'est un agent en même temps c'est un agent, mais qui présente une interface qui aide l'utilisateur pour introduire ses requêtes, pour valider les résultats, pour recevoir, par exemple, s'il va payer, donc on lui envoie, par exemple, s'il valide les achats, on va lui présenter la facture, donc il aura la possibilité d'imprimer la facture, par exemple. Pour, voilà, donc nous avons l'agent interface. Donc l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va donner à l'agent interface? Sa requête. Donc on va l'appeler Q. Q pour dire query, la requête. C'est-à-dire, et je veux
par exemple, me donner les modèles, par exemple, des machines, les machines à laver, peu importe, les machines avec leur taille, leur capacité, etc., les caractéristiques, etc. Et même peut-être si c'est un service de vente en ligne, donc c'est une entreprise de grande distribution, ça veut dire elle peut produire de différents types, différentes marques, parce que c'est pas une entreprise de fabrication, c'est de grande distribution. Donc elle peut vendre des produits de différentes marques. Donc elle peut, il lui dit par exemple, je veux une machine à laver, il y a les différents modèles de machines avec leur capacité pour la marque, je ne sais pas, LG ou peu importe, peu importe. Donc, il donne finalement la requête, c'est quoi? Le query de l'utilisateur, c'est quoi? C'est un ensemble de mots, finalement. Vous êtes d'accord? La requête, c'est un ensemble de mots. Une phrase, mais finalement, c'est un ensemble de mots, de termes. Voilà. Donc, l'agent interface, il va présenter, bien sûr, ce travail, cette requête à un autre agent. On va l'appeler, c'est par exemple, l'agent recherche produit. Parce que, pour le moment, on va l'appeler agent recherche produit, mais c'est possible qu'on va changer de nom. Tout dépend de ce que fait cet agent. Ensuite, donc on va lui donner la requête. Et ce qui est dit dans l'énoncé, regardez, c'est très important ici, c'est que l'entreprise veut que le client qui visite le site ait une information adaptée. Le fait de dire adapté, même ici, adapté aux intérêts du client. Adapté, ça veut dire finalement, quelque part, nous avons le profil de l'utilisateur adapté à son profil. Adapté, c'est-à-dire si c'est un enfant, on lui présente par exemple des produits, des jouets, des trucs enfants. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'électroménager, donc on va lui présenter ceci. Si c'est quelqu'un qui s'intéresse aux véhicules, par exemple, si ils vendent même des véhicules, on lui présente tout ce qui est véhicule. Voilà. Donc finalement, il y a l'idée de profil derrière, profil. Donc finalement, quand il se connecte, pour savoir son profil, je dois avoir son ident, ses informations de connexion. Si je veux avoir son profil. Parce que s'il se connecte, comment dire, sans information de connexion, inconnu comme ça, on ne peut pas savoir quel est son profil. C'est clair? Donc, une fois qu'il se connecte avec son identifiant, avec son username, etc., comme ça, on peut avoir son profil. On peut sauvegarder, gérer son profil et le sauvegarder. Donc, il doit introduire son IDF, son identifiant. Qui dit identifiant, user, plus password pour se connecter, etc. Donc, plus identifiant, parce que l'identifiant va me permettre d'avoir son profil. Il m'a donné son identifiant. Qu'est-ce qu'on va faire avant d'aller rechercher le produit? Avant, qu'est-ce qu'on doit faire? Puisqu'ils nous ont dit que c'est adapté à l'utilisateur. Je ne vais pas lui présenter le tout. C'est vrai que je vais prendre en considération sa requête. C'est vrai que je vais prendre ce qu'il cherche. Mais j'aimerais bien exploiter sa présence pour lui présenter ce qu'il cherche aujourd'hui, mais ce qu'il a l'habitude de rechercher d'habitude. Vous voyez? Voilà. Donc, on va aller directement vers le profil. Donc, cet agent-là, cet agent intermédiaire, il va aller directement vers un autre agent. Il va lui donner l'IDF de cet utilisateur, l'identifiant. Il va lui donner l'identifiant. Et cet agent-là, qui est l'agent profil, il gère les profils des utilisateurs. L'agent profil, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, profil. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va accéder à une base profil. Une base profil. Cette base-là, pourquoi? Base profil, parce que nous avons dit, c'est parce que c'est dit dans l'énoncé. Hein? C'est-à-dire, on ne l'ajoute pas comme ça, parce que quand ce n'est pas dit dans l'énoncé, il ne faut pas ajouter ceci. Hein?
Mais parce que c'est dit, que c'est adapté, ça veut dire que ça sous-entend que nous avons une idée, nous avons sauvegardé les informations sur cet utilisateur. Donc, nous avons une base profil, voilà, ça c'est lecture-écriture. Donc, notre agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir ici, il va rechercher le profil de cet utilisateur. Il va ramener ce profil-là. Donc, il a consulté la base de profil, il a ramené ce profil. Bon, on suppose qu'il va le rendre ici. On va le rendre à cet agent qui a demandé le profil. Il va lui envoyer le profil, bien sûr, de cet identifiant. Profil. Plus IDF, c'est-à-dire pour dire le profil de l'IDF que vous m'avez envoyé. Voilà, son profil. Alors, c'est quoi le profil maintenant? C'est quoi le profil réellement? C'est-à-dire concrètement, dans la base, c'est quoi le profil? Oui, est-ce que personnel importe? Est-ce que, par exemple, son nom, prénom, est-ce que ça importe? Son adresse, adresse plus ou moins. Mais est-ce que son nom importe? Non. Ce qu'on cherche, c'est le profil, c'est lui présenter quelque chose qui l'intéresse, adapté à son profil. Donc, le profil, finalement, c'est un autre ensemble de termes. Donc, nous avons dit que query, la première requête, query, c'est un ensemble de termes. Je veux une machine à laver de marque LG qui a une capacité, par exemple, de 7 kilos, etc., etc. Un certain nombre de caractéristiques. Voilà. Et le profil, c'est quoi? C'est un autre ensemble de termes. C'est quoi cet ensemble? Par exemple, euh, il a l'habitude de, d'acheter des vêtements, par exemple. Hein, pour vous dire que le profil peut être complètement différent de la requête actuelle. Donc, ça va être des vêtements par exemple, sportifs. Voilà. Vêtements sportifs, particulièrement, ben, je ne sais pas, les chaussures, les baskets, etc. Par exemple. Donc, nous avons finalement le profil, si on veut aller au fond des choses, c'est quoi? C'est tout simplement un autre ensemble de termes. Est-ce que vous êtes d'accord pour ça, cette histoire de profil? Voilà. Donc finalement, le profil, la requête, ce qu'il recherche, c'est un ensemble de termes et le profil, c'est un autre ensemble de termes. Et donc finalement, quand on va aller rechercher les produits, on va aller rechercher les produits selon la requête qu'il a saisie et selon son profil. Comme ça, je vais assurer le maximum, j'aurai plus de chances de l'inciter à acheter. Voilà, à acheter quelque chose. Même si la requête ne l'a pas intéressé, le résultat, je veux dire, le résultat de la requête ne l'a pas intéressé, mais peut-être ce que je vais lui proposer comme vêtements sportifs, etc., peut-être ça va l'intéresser. Même s'il s'est connecté pour autre chose, hein, c'est-à-dire pour machine à laver, mais il se retrouve à acheter des vêtements. Et ça arrive dans les systèmes. On appelle d'ailleurs ceci des systèmes de recommandation. Bien sûr, ici, ce n'est pas dit, mais c'est de la recommandation. C'est un système de vente en ligne, mais il y a une partie recommande. On lui recommande quelque chose de plus, mais qui s'adapte à son profil. Hein. On ne va pas lui recommander n'importe quoi. On vise bien ce qu'il est. C'est comme, d'ailleurs, maintenant, actuellement, c'est comme pour que ce soit Facebook, les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, par exemple. Vous êtes tout le temps en train de lire, de voir des vidéos concernant, par exemple, un tel domaine. Donc, une fois que vous vous connectez, il vous affiche des vidéos liées au domaine. À ce que vous attendez. C'est de la recommandation qu'on est en train de faire. Oui ou non? Voilà. C'est la même chose ici. Donc, ici, on ramène notre requête. Donc, finalement, si on va appeler cette requête Q, la, la requête de l'utilisateur Q, et le profil, on va l'appeler profil. Alors, la nouvelle requête qu'on obtient, on va l'appeler Q'. Q' pour dire profil plus Q, la requête actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec cette Q', cette nouvelle requête? Donc, ici, notre agent, on va l'appeler agent sélection produit, par exemple. On peut l'appeler comme ça. Agent sélection, agent produit, peu importe. Sélection produit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire?
Il a envoyé l'IDF à l'agent profil. L'agent profil lui a répondu, il lui a envoyé le profil et il avait déjà la requête de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Et nous avons dit, c'est dit dans l'énoncé, il ne faut pas inventer, hein, c'est dit dans l'énoncé que nous avons une base de données de l'ensemble des produits disponibles. Donc finalement, nous avons quelque part une base de produits, une base de produits. Nous avons quelque part ici, on va schématiser ici, une base produit, B produit, base de BDD, on va l'appeler BDD, ou BD produit. Voilà, c'est une base de données qui contient l'ensemble des produits que cette entreprise vend, l'ensemble des produits. Avec, bien sûr, quand on dit base de produits, ça veut dire tous les produits avec leurs caractéristiques, etc. Mais en plus, la quantité en stock. Parce que c'est possible qu'ils demandent quelque chose qu'ils ont l'habitude de vendre, mais actuellement, rupture de stock, il n'y a pas. Actuellement, par exemple, il n'y a pas dans le stock. Donc, bien sûr, nous avons ici tous les produits qu'ils peuvent vendre, même s'il n'y a pas en stock, c'est-à-dire une base produit. Ensuite, alors maintenant, on revient vers notre agent sélection. Qu'est-ce qu'il va faire? Sachant qu'il y a une base produit ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais au lieu de gérer lui-même la base, parce que c'est un travail au niveau de la base produit. Au lieu de gérer lui-même cette base, parce qu'il y aura par la suite, s'il achète, il y aura une mise à jour de la base de produit. Vous êtes d'accord? Il y a un moins. S'il a acheté quelque chose, donc au niveau du stock, il y aura moins. S'il y avait 5 pièces, il a acheté 2, donc il faut faire l'opération moins. Donc, ben, on ne va pas donner ce traitement-là de mise à jour du stock et de la base produit à cet agent-là. On ne va pas le surcharger avec un autre travail concernant la gestion de stock, etc., de la base produit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer notre requête Q', Q', pour dire la requête Q plus le profil. On va l'envoyer à un autre agent qu'on va appeler agent produit. Et c'est lui qui va se charger de gérer cette base. C'est comme pour, pardon, c'est comme pour l'agent profil. L'agent profil, pardon. Alors, l'agent profil, c'est lui qui est en train de gérer le profil. Maintenant, s'il y a quelque chose de plus au niveau de ce profil, l'agent profil va se charger de vers ceci. Alors, ici, pour cette étape-là, à ce niveau, hein, est-ce que l'agent profil, à part rechercher le profil, est-ce qu'il a un travail à faire? Non, non, je suis revenue ici. Je suis au niveau, agent profil, je suis revenue ici, agent profil. Parce que nous avons un agent profil, qui est chargé de gérer le profil des utilisateurs. Et quand on dit gérer le profil des utilisateurs, veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a interaction entre, c'est-à-dire il y a un accès d'un utilisateur donné au système et qui fait des requêtes, qui fait des recherches, etc., on doit prendre en considération ceci. On doit le sauvegarder quelque part. Oui ou non? Oui, Voilà, c'est pour garder l'historique de ses recherches. Parce que l'historique de ses recherches, ça fait partie de son profil. C'est-à-dire, il est tout le temps en train, même s'il n'achète pas, il est en train tout le temps de rechercher quelque chose d'un type particulier. Je dois sauvegarder ceci dans ma base profil. Donc, une fois que je reçois l'IDF, ici, je suis revenu ici, je reçois l'IDF de préférence pour avoir un rôle bien complet, disons, bien complet de l'agent profil. On lui envoie, par exemple, la requête. Vous voyez l'intérêt? Alors pourquoi on lui envoie la requête? C'est pour que celui-là, l'agent profil, il va dans l'IDF données, parce que la base de profil, c'est quoi? Pour chaque identifiant, ça veut dire pour chaque personne finalement, chaque utilisateur, il a
son profil. Et nous avons dit le profil, c'est un ensemble de mots-clés qui représentent ce à quoi il s'intéresse, qu'est-ce qu'il a l'habitude de rechercher, qu'est-ce qu'il a l'habitude d'acheter aussi, qu'est-ce qu'il a l'habitude de noter. Peut-être qu'il note, même il y a des sites qui donnent une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça veut dire qu'il note. Il dit, voilà, ça, celui-là, il donne son avis. Donc finalement, toutes ces informations, je dois les sauvegarder dans la base profil de notre utilisateur. Donc finalement, le Q, est-ce qu'elle devient importante, oui ou non? Oui. Oui, voilà, Pour ça va sauvegarder des rentrer, informations. ça va rentrer dans le profil de l'utilisateur. Donc quand j'envoie je reviens vers notre agent sélection, quand il envoie l'IDF pour demander le profil, il envoie aussi la requête pour que cet agent-là, d'un côté, il va rechercher le profil qui existait déjà, mais de l'autre côté, il va sauvegarder cette nouvelle requête. Voilà, sauvegarder, il va l'ajouter dans le profil. Ça veut dire que finalement, cet utilisateur, il s'intéresse finalement à l'électroménager. Il s'intéresse aux machines à laver. Je l'ajoute. Comme ça, une autre fois, si celui-ci se connecte, je sais qu'il a déjà fait des recherches concernant les machines à laver. Est-ce que c'est clair cet aspect de gestion de profil? Voilà. Maintenant, on revient. Nous avons dit qu'on on va envoyer notre Q' qui correspond à Q plus profil à notre agent produit. Et nous avons dit, on va décharger notre agent sélection de tout ce qui est gestion stock, gestion produit. Donc, c'est finalement celui-là qui va se charger de gérer la base de données produit. Donc, on va lui envoyer Q'. Il va nous envoyer quoi? Qu'est-ce qu'il va nous envoyer? Voilà. Donc, il va nous envoyer la liste des produits avec leurs caractéristiques et leurs détails. Donc, il va liste produit. Voilà. Liste produit. Celui-là, qu'est-ce qu'il va faire avec cette liste? L'agent sélection, qu'est-ce qu'il va faire avec cette liste? Voilà, il l'envoie à l'agent interface. Donc, on va écrire comme ça et on écrit liste produit. Donc, il y a un échange ici. Chaque flèche, c'est un échange particulier. C'est un message, finalement, qui contient un certain nombre d'informations. Donc, liste produit, celui-là, l'agent interface, il va se charger d'afficher cette liste-là. Il l'affiche à sa manière. Et l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a introduit une requête, on a exploité son profil, donc il a demandé les machines à laver, mais finalement, ce qu'il obtient, il va obtenir ceci. Donc, on suppose que la liste produit, elle est organisée, par exemple, ce qu'il a demandé et ce qui est lié au produit. Donc, il va présenter ceci, un cadre, ça va être ce qu'il a demandé. Donc, il a demandé une machine à laver. On va lui présenter toutes les machines qu'ils ont. S'il a demandé 7 kilos, on va lui présenter que les machines à laver avec la capacité de 7 kilos, avec les différentes marques, etc. Et un autre cadre réservé à son profil. Donc, finalement, lui, il s'est connecté, il a saisi une requête demandant une machine à laver avec un certain nombre de caractéristiques, mais il obtient la requête, c'est-à-dire la machine, les différentes machines disponibles, bien sûr, avec répondant à ce qu'il a demandé comme caractéristique, plus l'autre cadran, il va contenir des vêtements, sport, basket, avec des photos, etc. Vous voyez comment ça va se présenter? Donc finalement, ce qu'il aura comme affichage, il aura une partie pour résultat de sa requête seulement et une autre partie qu'on appelle la partie recommandation. C'est ça la partie finalement recommandation. C'est qu'on lui affiche des choses qu'il n'a pas demandées dans cette requête-là, mais qu'il a l'habitude de demander. C'est clair? Et c'est possible, et ça arrive souvent, que finalement, il n'achète pas cette machine à laver parce que les caractéristiques ne l'intéressent pas ou bien les marques disponibles ne l'intéressent pas, mais finalement, il est attiré par une certaine proposition, concernant les produits de sport et il décide de l'acheter et il valide l'achat du produit, du vêtement. Vous voyez l'intérêt d'un système de recommandation?
Oui. Voilà. Maintenant, bien sûr, nous avons dit que le profil de l'utilisateur, il n'est pas constitué seulement des requêtes donc Q, parce que l'ensemble des requêtes Q, c'est l'ensemble, c'est l'historique finalement de ces requêtes. Toutes les requêtes, à chaque fois qu'il sauvegarde les Q, c'est l'historique de ces requêtes. Parce que c'est possible qu'il fait une requête Q, mais une fois qu'il obtient le résultat, il n'achète rien. Il n'achète rien. Mais quand même, j'ai une information. C'est une personne qui s'intéresse aux machines à laver. Je la sauvegarde, même s'il n'a pas acheté à ce moment-là. Donc, le profil contient l'historique des requêtes. Il contient aussi alors, ce qu'il a saisi au début, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous vous connectez dans un site pour que ça soit pour rechercher de la documentation, pour n'importe quel, qu'est-ce que il vous demande de saisir certaines informations, les préférences, qu'est-ce que vous préférez. Vous êtes d'accord pour ça? Il vous demande des fois. C'est-à-dire, vous saisissez peut-être user et mot de passe, mais vous saisissez d'autres informations. Il vous demande. Ce n'est pas obligatoire, mais il vous demande. Des fois, on les saisit. Par exemple, vous êtes étudiant, vous êtes enseignant, vous êtes. Par exemple. Hein. Oui, voilà. Ces informations aussi, elles sont sauvegardées dans le profil. C'est-à-dire la première fois que cet utilisateur s'est connecté, s'est inscrit finalement au site, c'est vrai qu'il a son user et son password, mais il a aussi la partie de ses préférences. Voilà. Il est étudiant ou bien il est enseignant, il s'intéresse par exemple à tel domaine, par exemple l'IA. Donc, ils ont certaines informations dès le début de l'inscription de l'utilisateur. Donc, on appelle ça les préférences de l'utilisateur. Et nous avons l'historique de ces requêtes, même s'il n'achète pas. Donc, ça, on appelle l'historique. Et nous avons aussi une troisième partie du profil qui est ce qu'il achète, réellement, ce qu'il achète réellement. Parce que c'est possible qu'à chaque fois, il fait requête, je veux acheter par exemple telle machine à laver, mais à la fin, il n'a jamais acheté une machine à laver. Donc finalement, il y a ce qu'il a saisi comme préférence au début, ses informations personnelles ou bien ses informations concernant son domaine, etc. Donc nous avons ce type d'informations. Nous avons l'historique de ses requêtes. Nous avons aussi l'historique de ses achats, quelque chose qu'il a validé, de tout ce qu'il a validé, donc tout ce qu'il a acheté réellement. Et nous avons aussi quatrième chose, c'est ce qu'il a noté et évalué. Parce que c'est possible, quand on lui affiche ceci, comme ça, voilà, c'est possible par exemple, surtout dans la partie recommandation. Bon, il y a les produits comme ça. Et à côté, on lui dit, cliquez sur 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, pour dire que, même ici, hein, pour dire que est-ce que vous évaluez ce produit avec une mauvaise qualité ou bien bonne qualité, vous avez été satisfait, oui ou non. Donc, il clique sur 3 étoiles, 4 étoiles, pour dire, c'est une évaluation, c'est une note finalement. Oui ou non? Oui? Voilà. Ces évaluations-là, on les sauvegarde aussi dans le profil. On les sauvegarde. Tout ce qu'il évalue, on le sauvegarde dans les profils. Ça me permettra de savoir un petit peu, par exemple, à chaque fois, il note bien la marque, je ne sais pas, LG ou la marque Samsung. Par exemple, là, juste comme exemple, à chaque fois. Donc finalement, ceci, je vais l'exploiter pour dire que quand je fais la recommandation, je vais lui recommander ce qu'il a noté les meilleurs. Je ne vais pas lui présenter une marque qui n'a jamais, ou là, il a noté avec une mauvaise note. Donc, je vais lui attribuer. Donc, le profil, finalement, il y a 4 aspects. Il y a l'historique, il y a les informations de départ, on appelle aussi euh, euh, les préférences en quelque sorte, départ, les informations de départ à l'inscription, l'historique des requêtes, l'historique des requêtes réalisées, concrétisées, par exemple les achats, tout ce qu'il a noté,
tout ce qu'il a noté, et tout ce qu'il a évalué positif, et ce qu'il a noté positivement, je parle positivement parce que c'est possible qu'il note négativement, tout ce qu'il a évalué positivement, on appelle ça les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, c'est dit ici. Voilà, c'est dit ici, centre d'intérêt. Donc, tout ce à quoi il s'intéresse, que ça soit ce qu'il a décrit explicitement au début de son inscription ou durant ses différentes requêtes, quand il évalue, hein, je dis bien évalue aussi, ainsi que les requêtes qui se répètent le plus, on peut tirer les centres. À quoi s'intéresse cette personne? Donc finalement, le travail de l'agent profil n'est pas simple. Lui-même, l'agent profil, seul, pris seul, c'est toute une application de gestion du profil. C'est clair? Parce qu'elle prend un certain nombre de critères en considération, l'historique, ce qu'il a saisi, ce qu'il évalue, tout ça, ça va constituer un profil finalement de l'utilisateur. C'est clair? Il y a plusieurs facettes du profil. Est-ce que c'est clair jusque-là? Maintenant, il lui a envoyé, nous avons dit, il lui a envoyé afficher la liste des produits qu'il a demandé, que ce soit selon son profil ou là, selon la requête. Maintenant, l'agent utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soit ne pas acheter, donc rien à faire. Maintenant, s'il valide certains produits, que ce soit dans le cadre lié à sa requête ou bien le cadre lié à la recommandation, s'il valide, donc on aura à faire quel échange de messages? Et entre quoi et quoi? S'il valide, voilà, je veux acheter, par exemple, telle machine, je veux acheter deux machines avec une quantité, par exemple, telle marque, telle couleur, telle information. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, voilà, donc non, il va aller ici parce que c'est ça l'intermédiaire. Voilà, donc cet agent interface, il va envoyer la liste achat dans ce cas-là. Ce n'est plus, c'est-à-dire la liste de validation, la liste achat, ce qu'il a demandé d'acheter concrètement. Donc, c'était la liste des produits disponibles liés à son profil ou à la requête, mais à la fin, c'est la liste d'achat qui provient d'ici ou des deux. Hein. Voilà. Donc, la liste d'achat, qu'est-ce que cet agent va faire avec cette liste d'achat, l'agent de sélection? Oui, euh, oui, déjà. Il va envoyer cette liste d'achat à l'agent de profil pour dire que voilà, celui-là, pour enrichir le profil, pour dire que celui-là, cette personne-là, avec l'IDF bien sûr, toujours, parce qu'elle ne peut pas savoir l'agent profil de qui il s'agit. Donc, il lui envoie l'IDF avec la liste achat pour dire que celui-là, finalement, il a acheté concrètement tel produit. Donc, je l'ajoute au niveau du profil. Finalement, il a acheté ceci. Donc, je l'ajoute au profil. Je l'envoie aussi à l'agent produit. Pourquoi? Pourquoi je l'envoie à l'agent produit? Liste achat. Pour mettre à jour. Voilà, pour mettre à jour la base produit. Bah, il a acheté deux, donc je dois mettre à jour la base produit. Par exemple, quantité. J'avais cinq machines en stock, il a acheté deux, donc il me reste trois. Donc je fais l'opération. Voilà, je fais l'opération. Donc finalement, qu'est-ce qui va faire l'opération? C'est celui-là. Je décharge mon agent sélection de tout ce travail. Donc finalement, notre agent sélection, il est en train de faire l'échange seulement avec les différents agents et la synchronisation avec l'ensemble. Euh, Où est-ce que je vais l'envoyer aussi, cette liste d'achat? Parce que nous avons dit aussi que, d'après l'énoncé, il ne faut pas sortir de l'énoncé. D'après l'énoncé, ils nous ont dit qu'il y a un service de paiement sécurisé. Donc, il va l'envoyer à qui? Voilà. Il va envoyer la liste d'achat, bien sûr, avec quoi? Liste d'achat avec. Bien sûr, parce que il va lui créer l'IDF, bien sûr. Il faut qu'il sache de quel client il s'agit, plus l'IDF.
Donc, cet agent paiement, il va, bien sûr, nous avons aussi une base paiement. Bien sûr, quand on dit base paiement, ici par exemple, hein, base paiement, ceci ne veut pas dire que ce sont cet agent, par exemple, cette base, la base profil, la base paiement, je vais l'écrire, la base paiement et la base produit. Ceci ne veut pas dire que ce sont des bases forcément, des bases séparées. Pas forcément. On peut avoir une seule base commune, mais qui contient des informations concernant les paiements, qui contient les informations concernant les produits et qui contient les informations concernant les profils. C'est-à-dire que ça peut être une base relationnelle, par exemple, commune. Mais ici, pour clarifier les choses, que ici, nous avons la base, la partie de la base de données, c'est des données, la base de données liée au paiement. Donc, paiement. Et quand on dit paiement, ça veut dire que nous avons les informations précise du client ici. Hein. Ça devient pas forcément l'IDF seulement, mais là, il faut avoir dans la base paiement son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, ce qu'il a l'habitude d'acheter, ce qu'il a payé, ce qu'il n'a pas payé, s'il y a des paiements par facilité, donc quelles sont les tranches qu'il a payées, quelles sont les... Tout ça, ça rentre dans cette base-là. Ça rentre dans ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire puisque ça y est, celui-là, il a validé l'achat, donc automatiquement, c'est quelqu'un qui, voilà, il a acheté. Donc, on va lui établir une quoi? Une facture, voilà. Facture avec le nom, etc., la quantité, etc., toute l'information. Cette facture va être envoyée, facture, à l'agent interface qui va la présenter sous forme de bouton. Soit il l'affiche, il a la possibilité de l'afficher sur l'écran, soit il a un bouton imprimé, par exemple, et il imprime sa facture. Est-ce que c'est clair tout ceci? Ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque des interactions qu'il faudrait prendre en considération? Est-ce qu'il y a un manque, non? Nous avons un agent produit. Je pense que c'est tout. On n'a rien oublié. À vous de me dire. Je pense qu'on n'a rien oublié. Non. Je pense que non. Paiement, est-ce que non, non. Voilà. Donc finalement, quand on vous donne un énoncé, parce que généralement, les exercices concernant multi-agents, je parle du multi-agent, généralement, ce sont selon cet exemple-là. Ça ressemble un petit peu. Vous avez un énoncé, il faut bien le lire, tirer les fonctions principales du système, les grandes fonctions du système, les souligner, et après, travailler, ne pas surcharger les agents. C'est-à-dire ne pas mettre un agent qui fait tout. Ici, on n'était pas obligé d'avoir, par exemple, un agent sélection, ici. On n'était pas obligé. Mais puisqu'il y a un certain travail que celui-là va faire et ça va décharger l'agent interface, on l'ajoute. On l'ajoute. Donc, essayez de... c'est comme si vous êtes en train de faire un système et que ce système est modulaire. Voilà. À part que ici, nous avons des modules, mais nous avons des échanges automatiques entre ces modules-là. Quand il s'agit surtout d'un contexte de coopération, parce que ici, on voit bien que c'est un contexte de entre les agents. Est-ce qu'ils sont en compétition? Non. On est bien dans un contexte de coopération entre les agents pour réaliser la requête de l'utilisateur. Voilà. Donc, on peut exploiter, par exemple, si on veut bien enrichir ce système, c'est qu'une fois que la facture elle est obtenue, bon, il obtient sa facture, peut-être qu'il y aura une partie paiement, c'est-à-dire un sous-système de paiement concret, c'est-à-dire avec le montant, il se présente quelque part dans un service de paiement. Donc, l'agent, on donne cette information à l'agent paiement. Donc, si quelqu'un qui tarde à payer, par exemple, hein, ce n'est pas dit ici, mais on peut, par exemple, si on avait un vrai système, et on vous donne ce détail, c'est que si quelqu'un qui tarde à chaque fois à payer,
Atta on l'ajoute dans le profil. On l'ajoute. C'est quelqu'un qui tarde tout souvent à payer. On tire cette information d'où? De par exemple, de l'agent paiement. Il va envoyer à l'agent profil, voilà, celui-là, il paye tout le temps tard. S'il dépasse le temps de paiement, par exemple le délai de paiement, celui-là, il décide d'envoyer un message à l'agent profil pour lui dire, voilà, l'IDF tel, pour tel achat, il a tardé à payer. Celui-là va le prendre en considération dans le profil. Et donc, finalement, c'est quelqu'un qui ne paye pas à temps. On le prend en considération. Par exemple, hein, c'est clair? Voilà. Donc, les exercices ressemblent, généralement, de multi-agent ressemble à ce type d'exercice, hein. C'est un exemple. Alors, est-ce qu'on est toujours. Ah, on a dépassé l'heure? Oui, donc on s'arrête à ce niveau. Donc, la prochaine séance, on va terminer cette série, la série, et on commence jeudi, l'après-midi peut-être. On fera une autre séance pour terminer cette série et commencer une autre. Il nous manque aussi une autre séance pour. Oui, oui. C'est pas possible le jeudi, jeudi l'après-midi. Non? Mardi. Bon, je vous informe. Je vous informe mardi. Voilà. Avant, bien sûr, avant. Donc, ça va être une séance soit mardi, soit jeudi l'après-midi. C'est clair? Ok. Au revoir. Au revoir.